Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre débrief hebdomadaire. Les élections sont encore loin de nous puisqu'elles ne se tiendront qu'à la mi-2021. Nous sommes aujourd'hui donc à mi-mandat de l'actuelle législature et ça laisse donc encore plus de 2 ans à 2 ans et demi. Tous les acteurs politiques d'importance affirment pourtant que cette législature ira à son terme. Soit, mais aujourd'hui, on sent des frémissements quand même au sein de la classe politique, des prémices de ce que pourrait être cette année et la suivante. Les perturbations au sein de la majorité gouvernementale se multiplient à intervalles réguliers, comme le démontre encore cette rude joute qui a encore opposé le RNI et le PJD au sujet de la facturation électronique. Dans les rangs de l'opposition, le PAM a décidé de supprimer toute ligne rouge pour ses futures alliances dans les élections locales. Et du côté de l'Istiqlal, on constate un rapprochement avec le PJD, du moins pour la question de la langue. Que se passe-t-il donc chez nos politiques? On en parlera avec nos invités. En seconde partie, on ira loin, au Venezuela, où les choses se crispent et les nerfs aussi. Nicolás Maduro est encore président régulièrement élu à défaut de l'être légitimement. Et Juan Guaidó, président du Parlement, qui s'est dernièrement autoproclamé président par intérim, attend son heure qui se rapproche. La plupart des États d'Amérique l'ont reconnu et la pression s'intensifie sur le président Nicolás Maduro. Avec nous, pour parler de ces deux thèmes, Naïm Kamal, bonsoir. Bonsoir. Directeur de Kuwait.ma. Abdelhamid Ben Khattab, professeur de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Driss Aissaoui, analyste politique, entre autres. Bonsoir aussi. Merci à vous trois d'être avec nous. RNI et PJD se renvoient donc la balle de la responsabilité de l'autre dans la question de la facturation électronique. On se croirait revenu au temps de Abdelillah Ben Kiran, qui attaquait sans cesse le RNI d'Aziz Arnouch, lequel répondait aussi vertement qu'ouvertement. Mais une nouvelle proximité se dessine entre le PJD et l'Istiqlal. Driss Aissaoui, on commence par vous. Qu'est-ce qui s'est passé entre le PJD et le RNI au sujet de cette question de facturation? C'est une ambiance, on va dire, assez tendue, qui ne date pas d'hier. La facturation électronique est un prétexte que les uns et les autres ont pris pour s'accuser mutuellement, alors que, bizarrement, ce sont deux partis politiques qui appartiennent au même gouvernement, qui ont élaboré un projet de loi de finances qui a été discuté au sein du Parlement, qui a été validé, adopté, et c'est devenu la loi de finances de 2019. Toutes les dispositions, que ce soit la facturation électronique, tout le travail qui est en train d'être fait sur la révision les contributions au niveau de l'impôt, tout ça, c'est des chantiers qui ont été validés par le gouvernement à différents niveaux. Aujourd'hui, on est en train de s'accuser mutuellement sur qui a fait sortir les gens dans la rue, etc. Pourquoi cette facturation? Il y a même un rétropédalage qui a été fait par le gouvernement par rapport à ça. Et on laisse une administration qui n'est en fait qu'une administration qui exécute la politique publique, à savoir celle de l'impôt, en face de la rue. Et que finalement, au lieu de prendre leurs responsabilités, que ce soit le RNI ou le PJD, et dire ce sont des choix que nous avons pris, parce qu'il fallait rationaliser toute la fiscalité de ce pays. On est à la veille de la tenue des assises de la fiscalité et il fallait créer une ambiance positive pour pouvoir en discuter de manière sage, de manière apaisée. On est en train de jeter de l'huile sur le feu. Et ça, c'est véritablement, ce n'est pas du tout dans l'esprit de ce que devrait être le débat politique dans ce pays. Sincèrement, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, on est en face de joutes verbales par différents moyens et on a l'impression qu'au sein du gouvernement, on fait quelque chose et quand on sort, on se retrouve dans une autre identité. Et le PJD et le RNI n'ont pas raison parce qu'ils ont oublié le rôle essentiel, celui d'encadrement de la vie publique, d'encadrement de la vie politique. Ils ne le font pas en agissant de la sorte. Oui, mais en même temps, dans tous les gouvernements formés par des coalitions, quand il y a un couac, on se renvoie la balle ici ou ailleurs. On peut se le renvoyer à l'intérieur, oui, dans les conseils de gouvernement. Ça s'est fait. Ça s'est fait dans le conseil de gouvernement, puis à l'extérieur du conseil de gouvernement, c'est qui a créé la joute. Naïm, vous êtes d'accord avec ce que dit Naïm Kamal ou avec ce que moi j'ai dit que c'est un peu normal et que bon, ça peut arriver un peu partout. Est-ce qu'on peut considérer qu'un parti par rapport à l'autre serait responsable de la politique fiscale du gouvernement, de ce qui a été décidé? Est-ce qu'on peut, quelque part, tordre le cou au principe de solidarité gouvernementale sur certains points? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse, plusieurs niveaux d'intervention. Moi, je suis en partie d'accord avec ce que vient de dire Driss Aissaoui. Normalement, un gouvernement est solidaire de sa politique.
qu'il s'agit de la politique générale ou des politiques sectorielles. Globalement, quand une solidarité gouvernementale cesse, il devrait conduire à une remise en cause des alliances ou un réexamen du moins. Donc, on est à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion possible. Maintenant, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce cas particulier de la facturation électronique, on ne peut pas contester qu'il y a une décision gouvernementale qui a été consignée dans une loi de finances gouvernementale qui a été présentée par le gouvernement devant le Parlement, évidemment par le biais du chef du gouvernement qui est constitutionnellement responsable et le seul à même de pouvoir présenter un projet de loi devant l'institution législative. Il y a, et ça ne concerne pas que la facturation électronique, il y a aujourd'hui, on l'a vu, une offensive fiscale, on va dire comme ça, entre guillemets, de la DGI, la Direction générale des impôts, sous l'autorité du gouvernemental, afin de rationaliser un secteur parce que... Cette année seulement ou alors ça remonte à plus loin? L'offensive fiscale. J'arrive. Hein? Laissez-moi développer, s'il vous plaît. Je pose des questions pour préciser certains points. Oui, d'accord. Mais on l'a vu, ce n'est pas la première réaction à cette politique fiscale ou à cette rationalisation de la politique fiscale de l'État. On a vu les médecins monter au créneau, on a vu les pharmaciens monter au créneau, on a vu d'autres secteurs monter au créneau. Seulement, avec les commerçants, de proximité notamment, on s'est trouvé avec un adversaire autrement plus coriace, et plus, disons... accrocheur. Non, la voix porte plus. Non, c'est-à-dire par rapport à l'économie et à la vie sociale du pays. On a vu quand les commerçants ont commencé à baisser les rideaux, on a eu presque une paralysie, un semblant de début de paralysie de la vie à l'échelle nationale. Et c'est à partir de là que les attitudes deviennent ou responsables ou irresponsables. Et c'est là où Anador, et c'est là, je crois que le départ de cette polémique a commencé, où le président du RNI, en l'occurrence Aziz Akhannouch, est monté au créneau pour jeter la responsabilité sur le chef du gouvernement, parce que Aziz Akhannouch a pris peut-être la mesure du danger que représente cette grève qui commençait à se développer. Et il a dit, bon, maintenant il est temps de revoir notre politique. À aucun moment, moi je n'ai entendu le président du RNI se défausser sur une autre partie de la responsabilité de son parti dans cette politique. Si, il l'a fait. Il l'a fait dans un communiqué ultérieur. Il avait reproché au ministre des Finances de ne pas avoir consulté tout le monde. Ah voilà, ça c'est autre chose. C'est ce que j'allais dire. Il ne sait pas, il a dit oui, nous sommes responsables. Cette loi de finances a été élaborée au sein du gouvernement par le ministre des Finances qui travaille sous la responsabilité du chef du gouvernement et que le problème n'est pas là. Il assume sa responsabilité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la concertation. Dès qu'on a senti qu'il y a une réaction, qu'il y a peut-être quelque chose qui va coincer, il reproche un manque, une carence de dialogue social au chef du gouvernement. Si vous avez suivi avec beaucoup d'attention les échanges des uns des autres, et pas plus récemment que dimanche dernier, lors de son conseil national du RNI, il a répété la même chose. Et donc c'était finalement une réponse à une phrase qui a été prononcée par ça. Ce que dit Aziz Akhannouch, indépendamment du RNI ou d'autres choses, ce que dit Aziz Akhannouch, il dit maintenant qu'il y a eu une alerte. Allons à la négociation, allons à la concertation. Or, il s'avère, et on le sait, les syndicats le savent très bien, ce gouvernement, sa partie qui a en charge l'emploi, est réfractaire au dialogue social. Il y a eu des blocages à ce niveau-là. Et c'est là où les alliés du PJD ont le beau jeu, par la suite, de pouvoir trouver une porte de sortie, tout en étant
aussi responsables que les autres de la politique gouvernementale. Alors justement, Abdelhamid Ben Khattab, ce qui rien, comment ? Au final, cela n'entache en rien la solidarité gouvernementale. Le principe de solidarité gouvernementale doit rester. Voilà, alors, il est là. Maintenant que le RNI accepte ou refuse, le fait est là. Il est responsable de cette situation aussi. En fait, chronologiquement, après les grèves, après la montée au créneau des commerçants, il y a eu une phrase donc, de Aziz Akhnouch dans un communiqué où il parlait des anciens ministres des Finances. Donc ils avaient pris, comme le disait Naïm, leurs responsabilités. Là, il y a eu une saillie, on va dire, une sortie de Saadine Toubani sur le fait que c'est un autre parti. Et là, il s'est attiré la réponse de Aziz Akhnouch. Alors, ce que je voulais vous poser comme question, c'est que jusque-là, ce qui se passait, c'est que les conflits, il y en a eu pas mal depuis presque 2 ans maintenant, les conflits étaient circoncis aux appareils, et puis bon, ça ne sortait pas vraiment sur la place publique. Là, c'est véritablement sorti sur la place publique. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une escalade à l'approche des élections ou un énième échange viril viril et oral qui sera sans lendemain? Oui, les deux à la fois. Nous sommes devant une coalition qui se constitue de plusieurs types de partis, si l'on veut vraiment diagnostiquer ce qui se passe à l'intérieur de ce gouvernement. Nous avons d'une part des partis politiques porteurs d'un projet idéologique, c'est-à-dire les partis qui ont un projet sociétal, etc., comme le PJD. Et puis, vous avez des partis qui sont devenus, en quelque sorte, des machines électorales. Ce sont des partis qui sont devenus des professionnels des élections. Et là, on peut parler du RNI. Et puis, vous avez d'autres partis qui s'accrochent au pouvoir pour subsister. Et ce sont des partis qui cherchent uniquement, quoi qu'il en soit, de s'accrocher au pouvoir parce que leur salut est dans le pouvoir. Donc maintenant, vous avez le RNI qui est un parti électoral par excellence. Et à partir de ce moment où il est un parti électoral, il se prépare dès maintenant pour les élections à venir. Et pour se préparer, la meilleure chose, c'est de se désolidariser par rapport aux partis qui constituent justement la coalition, au PJD. Et se désolidarise avec. C'est pour montrer justement à son électorat qu'il n'est pas responsable de ce que le PJD fait. En vérité, les choses se passent autrement puisqu'il est responsable de ce que fait le PJD dans ce gouvernement. Mais le discours, c'est un discours électoraliste en quelque sorte. C'est un discours qui est destiné à préparer sa base électorale pour justement une éventuelle, je dirais, succession au gouvernement. Dans les prochaines élections. Pour répondre à la question qu'il a posée, qui n'a pas reçu de réponse, il y a 2 partis qui sont les partis essentiels qui dirigent ce gouvernement, qui mènent ce gouvernement, c'est le RNI et le PJD. Non, les autres, vous avez votre réponse. Moi, je voulais connaître les partis qui... Voilà, vous les connaissez. C'est-à-dire, à part le RNI et le PJD, les autres sont là. Ils sont pas connus. Les autres sont là. Il faut les nommer. Ils sont là. Vous avez UCP, vous avez UC, vous avez PPS. Ils sont là. Ils sont là pour la majorité numérique. D'accord, mais il y a des partis qui sont du PPS. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Deux partis qui s'approchent. Allez-y, non, il n'y a pas. C'est un secret. Il n'y a pas de secret. Quand même, il y a un point ce n'est pas un choix délibéré. Je m'excuse, je glisse un mot seulement. Ce n'est pas un choix qu'ils ont fait, mais c'est par la force des choses. Par la nécessité fait loi. Lorsque vous perdez votre base électorale et lorsque votre situation devient tellement fragile, vous ne pouvez que vous accrocher au pouvoir. C'est tout à fait normal. Bien, alors, on a parlé de ces partis-là, donc on va laisser revenir sur ce qu'il voulait. Il y a une chose importante. On a lié cette rhétorique, cette polémique à la facturation électronique, qui est une mauvaise cause. Pourquoi ? Parce qu'à la base, la question de la facturation électronique est une grande manipulation, une très grande manipulation, parce que les petits qui sont sortis, ceux qui ont baissé les rideaux, ne sont pas du tout concernés. C'est des gens qui resteront assujettis à l'impôt au forfait. Et on a demandé à ces gens, parce qu'en fait, nous avons quand même une économie souterraine à hauteur de pratiquement 60% de l'économie nationale. Et il fallait absolument... Et il y a beaucoup de transactions qui se font. Il y a de la fausse facture, il y a des transactions qui se font au liquide, beaucoup d'ailleurs. Et il fallait, et on voulait, à travers le dernier maillon de la chaîne, qu'est le petit commerçant,
attraper ces gens à travers une facturation électronique qui nous permettra de revenir à celui qui doit normalement, parce qu'en fait, ne l'oublions pas, le ministère des Finances, la DGI, ils ont annoncé la couleur. On est pour une équité fiscale. Il faut que ceux qui gagnent beaucoup d'argent payent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a parlé des médecins. Il y a des médecins qui ils disent qu'ils gagnent 8 000 dirhams, 7 000 dirhams par mois. Ils payent 10 000 dirhams l'année. Vous voyez, donc, c'est le même cas pour les notaires, pour les autres, etc. Aujourd'hui, il y a une régularisation, il y a un travail. Tout le secteur libéral. Non? Tout le secteur libéral. De toutes les manières, est-ce qu'on peut, valablement, sincèrement, est-ce qu'on va remettre en cause le principe de l'impôt dans ce pays? On ne peut pas. L'État n'a pas d'autres moyens pour vivre, il va être pour financer. pas remis en cause, mais il va faire l'objet d'assises début mai. C'est-à-dire qu'on va tout remettre à table sur le principe de la facturation électronique est un mauvais prétexte. Point barre. Mais il y a un problème de surimposition. Là, et ça se discute. Or, ça ne se discute pas. De surimposition ou d'inéquité? D'inéquité et de surimposition. On est dans une logique de systématisation du traitement de l'information. Alors, ça, c'est un sujet technique. On revient sur notre sujet. C'est le sujet d'Anna Ismaïline, comme le a dit. Si on a lancé cette polémique sur cette question-là, c'est parce qu'on n'a pas voulu avouer réellement quelles sont les raisons profondes des désaccords qu'il y a entre le RNI, entre le PJD et cette volonté de vouloir aller vers 2021 avant l'heure. C'est ça la question. Alors justement, pour revenir à cette histoire de partis politiques, à notre problématique, on constate que le PJD... On dit, d'ailleurs, le chef du gouvernement l'avait reconnu lui-même, qu'il y a des sensibilités, pour ne pas dire des courants. Il y a la sienne, donc sa sensibilité, son courant à lui, et puis il y a celui des gens qui sont comptabilisés comme étant des amis ou des soutiens ou des partisans de l'ancien chef du gouvernement, qui est Abdelillah Ben Kiran. On va dire gauche-droite. Vous dites gauche-droite, mais enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette appellation. On va dire deux clans. Est-ce que Saadine Latmani ne serait pas quelque part, à la perspective approchant des élections, ne serait pas quelque part tenté de lâcher du lest pour l'autre courant, et ce qui explique qu'il pourrait se retourner contre le RNI et contre son président? Question ouverte à vous trois. Moi, je ne crois pas. Parce que ce n'est pas dans sa nature de réagir comme ça. De manière générale, c'est plus discret, c'est tout en rondeur, en douceur. Je crois que c'est une eau dormante. Comme tous les eaux dormantes, il faut s'en méfier. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas dans son habitude. Maintenant, celui qui a fait le plus de bruit, ce n'est pas Asmani, c'est Ramid, à travers sa lettre ouverte. Il faut dire les choses. Asmani, et c'est Ramid, est sorti de sa tanière pour ajouter et mettre son grain. Disons, on va sortir de sa réserve. Oui, si vous voulez. C'est parce qu'il a vu que Asmani était en difficulté et n'arrivait pas à tenir la barre. Et c'est pour ça qu'il s'est fendu de cette lettre ouverte qu'il a publiée sur sa page dans les réseaux sociaux, s'en prenant au RNI et à son président. Bon, maintenant, est-ce que Asmani est en train de céder ou de lâcher du lest au profit de son aile dure? Non. Moi, je n'y crois pas, cette histoire d'aile dure. En fait, il y a une aile des satisfaits et une aile des insatisfaits. Ceux qui ont trouvé leur place, les choses, effectivement, qui ont trouvé leur place au sein du gouvernement, au sein d'un certain, qui ont été dans les sollicitations ou les attentes ou les demandes ont été récompensés, et ceux qui n'en ont pas été, et pour mieux se faire entendre, pour mieux se positionner, ont commencé à se radicaliser. Donc, je n'y crois pas. Et je ne crois pas à cette histoire, moi, d'élections anticipées. Personne n'a parlé d'anticiper, mais c'est des élections. On arrive à une perspective. Non, on arrive, c'est dans 2 ans. Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est dans plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Oui, mais la question se pose, quand on a un gouvernement avec un seul parti, en général, ça se passe bien. Quand il y a un gouvernement avec 2 ou plus de partis, on commence à se préparer avec 2 ans. Alors, le temps presse, moi, je vais vous donner un exemple où il y avait un gouvernement d'un seul parti, ça ne s'est pas bien passé. C'est le gouvernement de François Hollande avec les Montebourg, les Hamas. C'était le même parti, le Parti socialiste, et ça s'est mal passé au sein du Parti socialiste. C'est en France, moi je parle. Quoi qu'au Maroc, il n'y a pas eu de parti. Allons-y, Abdelhamid. Est-ce que vous pensez qu'il lâche du lest ou vous êtes d'accord avec ce que je dis? Plutôt de l'usure du pouvoir. Lorsque vous êtes au pouvoir pendant plusieurs années, là commence, comme l'a dit Naïm Kemal, à se manifester les insatisfaits. Parce qu'à un moment donné,
l'accession au pouvoir, c'est aussi l'accession à un certain nombre de privilèges, quand même, d'informations. Oui. C'est du gain. C'est quelque chose qu'on peut quantifier en quelque sorte. Et à un moment donné, il y a des insatisfaits qui veulent leur part, eux aussi. Et justement, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, le PJD a pu gérer justement ces insatisfaits. Mais jusqu'à l'an 2021, ce n'est pas sûr. Et les insatisfaits commencent à parler, en fin de compte, commencent à taper fort. Ce qui paraît maintenant, ce qui est clair jusqu'à présent, c'est que Saadine Othmani essaie justement de satisfaire ces insatisfaits d'une manière, c'est-à-dire de leur montrer qu'il n'est pas, donc on retient la définition de Naïm Kamal, qu'il n'est pas insensible à leurs revendications. Mais le vrai problème qui se pose au parti, c'est l'usure du pouvoir. Nous sommes devant un parti qui n'arrive plus justement à garder son unité comme l'a fait auparavant. Tant qu'il est au pouvoir, le problème ne se posera pas avec acuité. Mais à partir du moment où il cessera de gouverner, c'est là que ça va sortir. Sérieux, oui. Driss, un commentaire sur ça, sur cette affaire. Non, le PJD est un parti qui est en train de vivre des fois une évolution, des fois une involution par rapport aux événements qu'il y a à l'extérieur. Et effectivement, cette histoire, parce qu'on parle du groupe des ministres ou des ministrables et de ceux qui ne le sont pas, et il y a aussi carrément des gens qui sont à l'extrême gauche, des positions prônées par le PJD et qui espèrent voir mettre en œuvre le grand projet de société d'un État adossé aux valeurs de l'islam, etc., alors que d'autres sont beaucoup plus enclins à faire avec ce qui existe, à adopter des positions sur la modernité, sur la question de la femme, sur un certain nombre de choses. Mais je pense que le PJD va continuer à travailler, mais eux, leur force, c'est celle qu'avait le parti de l'Istiqlal avant. C'est-à-dire traiter les contradictions internes au sein des structures en interne sans pour autant faire sortir le maximum de contradictions à l'extérieur et que les structures en interne avaient cette capacité de lisser, d'absorber et de lisser les positions et de sortir au final, parce qu'en fait, ne l'oublions pas, c'est 2021 qui compte pour tout le monde, y compris, et c'est de bonne guerre, que, par exemple, le RNI est en train de se restructurer et d'adopter des éléments de langage capables de lui faire adopter une posture proche des électeurs. C'est un travail qu'il est en train de faire. Il y a du marketing politique, chaque semaine, ils ont des points où ils essaient de recruter du monde, etc. C'est normal. Le PJD, il a ses moyens aussi. L'Istiqlal est en train aussi de faire son petit bout de chemin, mais au final, je vais vous dire une chose, il n'y a pas de positionnement, de polarité, de polarisation de la vie politique marocaine, parce que dans son ADN, elle est composite, la scène politique. Alors je retiens cette allusion, cette référence à la polarisation de la vie marocaine. Il y a d'autres lignes de fracture qui sont en train de faire, au-delà de la facturation. Il y a par exemple la question de la loi cadre sur l'éducation, sur l'enseignement. Et là, il y a eu un rapprochement pour la question de la langue entre le PJD et l'Istiqlal d'un côté, et de l'autre côté, le RNI et une grande partie, on va dire, du PAM. Les premiers parlent de la langue, parlent de l'identité, parlent de la langue arabe, la Constitution, ce en quoi ils ont raison. Les autres parlent d'autres choses, ils parlent d'ouverture sur l'extérieur, de matière scientifique, il faut d'abord retraduire avant de... Enfin, ils ont une autre opinion. Alors, est-ce que vous pensez que cette question d'idéologie, Naïm Kamal, va continuer à accentuer cette ligne de fracture, ou alors c'est quelque chose, c'est un épiphénomène? Mais vous y répondrez, parce qu'on arrive à la moitié de notre temps, vous y répondrez dans quelques instants si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous, nous reprenons pour notre deuxième partie du débrief. Mais avant d'aller au Venezuela, nous allons rester sur la scène politique marocaine, alliances et mésalliances, en vue des prochaines élections. Peut-être, Naïm Kamal n'est pas tout à fait d'accord, il a raison, mais c'est sûr, c'est dans 2 ans et les choses commencent à se faire. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Driss Issaoui, analyste politique, Abdelhamid Belkhta, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, et Naïm Kamal, directeur de Quid.ma. Naïm Kamal, nous étions avec vous juste avant la pause, nous étions restés avec
avec vous. Et je vous posais la question sur cette ligne de fracture au-delà du clivage économique sur la facturation électronique, un clivage idéologique ou identitaire entre les différentes composantes de la majorité et de l'opposition. Écoutez, je crois qu'on est en train de nous fourvoyer encore dans de faux débats. Ce problème de l'enseignement, de la langue d'enseignement, des langues de l'enseignement, lesquelles, comment, ça a été tranché. C'est tranché dans les faits. C'est tranché dans les faits. Alors, quand on vient, c'est vraiment de la posture, c'est même pas de la position, c'est des postures, que ce soit le Stiqlal, qu'on rend responsable des problèmes qu'a créé l'arabisation, alors que ce n'est pas l'arabisation qui est le problème, c'est la méthode de l'application. C'est la méthode d'application de l'arabisation. Qu'à partir d'une position sacralisante, ce qui est vraiment une supercherie politique et religieuse, de dire que l'arabe est une langue identitaire religieuse parce qu'on lui accorde une sacralité qui lui viendrait du Coran. Ce n'est pas vrai, même le Coran dit le contraire. Et on nous noie dans des débats, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment ouvrir votre enseignement sur le monde, sur le savoir, sur la science, sur les technologies, c'est l'anglais. On sait que, accessoirement, subsidiairement, le français, parce qu'il est là, parce qu'il a une présence historique, qu'avec le français, ne serait-ce qu'en raison des traductions. Parce qu'on traduit plus de l'anglais vers le français que de l'anglais et du français vers l'arabe, parce que les outils sont plus disponibles. On peut le considérer. Nous replonger dans ce débat, moi je n'ai pas compris Nizar Baraka, je n'ai pas compris le Stiqlal sur cette attitude. Bon, est-ce qu'ils sentent qu'au niveau du lectorat, effectivement, le Maroc est en train de s'arabiser, il s'est arabisé, mais malheureusement il ne s'est pas arabisé, il s'est dialectisé dans des langues qui sont un mélange de l'arabe, de notre darija, du berbère, du français, de l'anglais. Vous trouvez le mot laïké, tiens, le dernier, qui vient de faire son entrée dans la rousse. Moi, je croyais que laïké, on le disait parce que c'était darija. Comme ça. Même au niveau de la prononciation. Donc, on est en train de poser le problème alors qu'il y a l'enseignement supérieur privé qui est en train de s'installer en force pour poursuivre l'enseignement secondaire public, et on laisse les secteurs, les vrais, qui peuvent prendre la population qui en a besoin en charge en des errances. C'est ça la réalité. Très bien. C'est si tu permets. Rapidement, parce que... je vais le donner très rapidement. On va essayer. Juste pour appuyer ce que tu as dit, non, ce qu'il vient de dire est vrai. C'est une question qui a été tranchée au sein d'un conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, et une représentation très large de tout le monde, du l'Istiqlal, du PJ, etc. Il y a des choix qui ont été faits dans la stratégie 2030, très clair, sur la question de la langue. Pourquoi revenir au Parlement? C'est ce que disait Naïm, c'est de la posture. Voilà, c'était pour appuyer ce qu'il dit. Alors, je ne comprends pas, à un moment où on a fait une réflexion scientifique, on a pris le temps, et c'est sur demande du chef de l'État qu'on a fait cette stratégie. Et aujourd'hui, au moment de l'appliquer, on revient, au métier à tisser pour faire je ne sais quoi. Allons-y, Abdelhamid Belkhtab, un commentaire sur ça? Personnellement, cette ultra-politisation de l'arabe en tant que langue scientifique d'apprentissage, moi je crois fermement, et je le dis clairement, que l'arabe n'est pas une langue de science actuellement en l'an 2018. La langue de science, c'est l'anglais. Soyons clairs là-dessus. Donc, faire de l'arabe une langue... Il faut dire l'américain. Voilà. Mais je parle de l'anglais. Vous faites bien de préciser que l'arabe n'est pas une langue de science en 2018 tant qu'il n'y a pas eu de traduction et le travail n'a pas été fait. Accessoirement, le français, l'espagnol. Maintenant, si on veut véritablement s'ouvrir sur le monde, il est clair que nous devons adopter une ouverture linguistique. Donc vous êtes d'accord avec ce que dit Naïm? Absolument. C'est une question de posture. Mais dire l'arabe, il est là. Les fondamentaux, le fondamental, ce que tu as inscrit dans ta constitution, que la langue arabe et l'amazigh sont les deux langues nationales. D'accord?
Ça, on le laisse de côté. Maintenant, si on va vers l'apprentissage, vers les sciences, vers la compétitivité, tu es obligé de t'ouvrir. Et la question a été tranchée. Je vous demande de relire tous les débats qui ont eu. C'est un débat idéologique. C'est un débat idéologique qui n'avance en rien la question, alors justement, le problème ou la problématique de l'enseignement. Quand vous parlez du débat idéologique, est-ce que ce n'est pas ça le problème finalement? C'est qu'on va s'accrocher à des non-sujets, à des faux débats, comme le disait si justement Naïm, parce qu'on n'a pas été capable de créer des idéologies claires. L'idéologie du PJD était ce qu'elle était, mais elle ne marche pas apparemment. C'est des stratégies d'éviction et de dévitement. Donc finalement, c'est ça le problème. Qui sont pratiquées dans le débat politique. Ils ne sont pas les partis politiques marocains ne sont pas renouvelés. J'aurais aimé qu'au lieu de discuter de l'arabe, que le CERLEL ou le PJD ou le RNI ou le PAM ou n'importe quel autre parti viennent, viennent nous parler, de la formation. Donc on est en train de faire des enseignants du secondaire dans ce qui était les CPR, qui sont aujourd'hui, je crois, des écoles supérieures, quelque chose comme ça. Ce sont des formations galvaudées de 3 mois. Sans encadrement pédagogique, sans savoir, c'est une calamité totale. Or, on va vers les idées générales, les impostures. C'est même pas les postures, c'est les impostures et on oublie l'essentiel. D'abord, aujourd'hui, je défie quiconque d'aller, de m'amener un enseignant du secondaire qui vient de sortir l'année dernière ou l'année d'avant, ou il y a 5 ans, qui soit capable d'aligner une phrase. On ne va pas passer sur l'arabe, on revient sur les partis. J'avance un argument de taille là-dessus. Si vraiment ceux qui défendent l'arabe comme langue de science ont raison, pourquoi donc ils envoient leurs fils, leurs enfants dans les meilleures écoles étrangères? Pour les ferveurs défenseurs de l'arabe, ce sont ceux-là même qui envoient leurs enfants dans les missions. Moi, je n'ai pas les moyens de les envoyer on va passer à l'enseignement étranger. Et justement, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien et pertinemment que l'arabe n'est pas suffisant pour justement former scientifiquement. En fait, c'est tout à fait normal. Je vais sortir quelques secondes de mon rôle et faire une remarque aussi. Au lieu de parler de cette question d'arabe, langue nationale, pas langue nationale, langue sacrée, pas langue sacrée, les partis politiques auraient peut-être été un peu mieux inspirés de faire ce que vous êtes en train de dire, Abdelhamid Ben Khattab, de travailler cette langue arabe, d'assurer les traductions, d'assurer toute la connaissance en arabe. Bon, on va sortir de ce sujet-là. Driss Issaou, je voudrais vous poser une question aussi sur le PAM, parce qu'on a un petit peu oublié dans cette histoire, on est resté sur RNI. Est-ce qu'on va passer au Venezuela? On va passer au Venezuela une fois qu'on aura fini avec le PAM. C'est important ce que dit le PAM parce que vous le savez très bien, il a déclaré, ou certains dirigeants de ce parti ont déclaré que pour les élections locales, il n'y a pas de ligne rouge. On verra en fonction des réalités, on verra en fonction des résultats. Ça ne brouille pas encore plus une scène qui est très opaque? C'est du réalisme. Et après ça, on va passer au Venezuela, où c'est encore plus opaque. Le PAM, aujourd'hui, avec la trajectoire qui est la sienne, avec la tentative de reprise en main, notamment à travers la venue de Ahmed Chichin au niveau de la superstructure du parti, ils sont en train de réfléchir autrement. C'est-à-dire comment d'abord faire en sorte que cette tête qui était un peu hypertrophiée, à savoir une présence numérique au sein du Parlement qui est importante, mais avec des structures de terrain qui sont complètement désarticulées, ils ne l'ont même pas travaillé. Aujourd'hui, il y a un travail à faire et qu'avec beaucoup de réalisme, ils ont constaté que finalement, le PJD n'était pas tellement dangereux, il était venu même cachère. Et donc, au niveau régional, en réalisme politique, voilà, on réalise dans un réalisme politique, on peut très bien faire des coalitions avec le PJD à Marrakech et probablement le faire à Oujda. Va être le sauveur du PAM. Comment? Ahmed Chichin va être le sauveur du PAM. Ah, je n'ai pas à me prononcer sur ça. Il est en train de travailler. J'ai posé la question. Il a posé une simple question. Là, peut-être, pourquoi pas. Il a les qualités pour, on le connaît tous. Il a les qualités pour, c'est un rassembleur. Il va faire le travail qui est le sien. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que demain, eux, ils sont déjà installés dans la logique de préparation des élections de 2021. Mais avant cela, ils sont en train de faire le même travail que fait le RNI aujourd'hui, à savoir la préparation du terrain, la structuration du parti au niveau régional. C'est un travail qui est très dur à faire, mais en même temps, en parallèle, il faut se préparer à travers ces petites guéguerres de sémantique. Voilà.
Alors, si vous me le permettez, nous allons faire plaisir à Naïm Kamal, donc il voulait absolument aller au Venezuela. Nous prenons l'avion, nous atterrissons à Caracas et on voit ce qui se passe donc dans ce pays. L'ordre règne-t-il à Caracas? Rien n'est moins sûr, parce que malgré une inflation galopante que le FMI avait chiffrée, estimée en fin de 2018 à 1 million %, après avec une économie chancelante, une population à bout de souffle qui fuit à gros bouillon vers les pays voisins, le président Nicolás Maduro s'accroche au pouvoir. Seule l'armée le soutient encore face au jeune président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président par intérim et qui est en passe d'être reconnu par les nations les plus importantes. On sait que les États-Unis et le Canada l'ont déjà reconnu depuis plusieurs jours, que plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine l'ont aussi reconnu. Et hier, il y a eu une résolution du Parlement européen qui a reconnu officiellement Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela, qui a demandé à tous les États membres, les 27 ou 28, on verra comment ça va se passer avec le Brexit, de faire pareil. Alors, Driss Issaoui, c'est quoi cette situation au Venezuela aujourd'hui, après la manifestation d'avant-hier, de mercredi, en prévision de la manifestation de demain, samedi? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez les choses? De loin, parce que là, on reçoit, on consomme, disons, toute l'information, tout ce qui est produit par les grands médias, contrôlés par qui on sait tous. Mais aujourd'hui, le Venezuela est un pays qui vit tous les problèmes que l'on peut imaginer. Vous avez parlé de l'inflation, qui est un phénomène incendiaire, parce que quand on n'a pas un système de prix contrôlé, le pays n'est pas en situation de le faire. C'est un pays qui a des richesses, mais quand tu as un système de prix que tu ne peux pas contrôler, tu te retrouves dans une situation ubuesque. C'est-à-dire que... Précision, c'est les premières réserves mondiales d'hydrocarbures, de pétrole. Mais on n'arrive pas... d'aluminium. Il y a beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que la gouvernance dans ce pays, elle est plus idéologique, parce que Maduro est toujours sur le chavisme, sur cette opposition systématique au monde capitaliste, aux Américains, etc. Et que les Américains, eux aussi, ne l'ont pas dans leur cœur. C'est la raison pour laquelle ils ont monté cette opération avec le chef du Parlement. Je pense que la chose était claire. La ficelle est trop grosse, mais c'est une situation de fait. Situation de fait qui a des conséquences à l'international. Le pays va très mal. Les manifestations sont présentes. Mais c'est aussi une situation inédite, parce que vous avez un président, quoi qu'on dise, il a été élu à travers des urnes. Mais celui-là, il s'est autoproclamé, mais il a une partie de la légitimité parce qu'il est président du Parlement. Et c'est de là, disons, l'ingéniosité de la situation créée pour ce pays. Et personne ne saura... Il n'est pas président du Parlement, il est député. Non, il est vice-président. Vice-président, d'accord. Vice-président du Pardon, j'ai entendu président. Il est élu lui-même, donc vice-président. Non, il a accédé à la présidence il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est quelqu'un... C'est pour ça qu'il s'est là, il a, si tu veux, voyant que le pays, parce qu'il a tous les justificatifs pour dire ça va très mal et qu'on pourrait à la limite passer à une situation d'exception où l'armée, on va arrêter les institutions et commencer à travailler autrement. Or, le choix, c'est une contradiction externe qui apporte aujourd'hui la réponse à ce pays qui vit une situation des plus délicates et des plus difficiles. Alors, vous avez dit, vous avez semblé être un peu sceptique en ce qui concerne les médias. C'est vrai qu'avec une inflation à 1 million % selon le FMI, avec une population, il y a 2 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays en catastrophe parce qu'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de médicaments, il n'y a rien. Moi, je pense que média ou pas média, il commence à être illégitime dès lors qu'il n'assure pas le contrat qu'il avait quelque part avec sa population. Abdelhamid Ben Khattab. C'est donc, depuis longtemps, il y a le clivage, donc depuis l'époque de Chavez, entre Washington et Caracas. Et donc, pour cette... On a déjà essayé de faire tomber par un coup d'État militaire. Par un coup d'État militaire. Qui n'a pas réussi. On peut considérer que... Premier essai. Oui, mais là, maintenant, justement, c'est ce que je voulais poser. Justement, vous faites très bien, parce que c'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que c'est de l'interventionnisme politique des Américains qui ont tiré, si j'ose dire, les premiers, ou alors c'est de l'ingérence humanitaire? Parce que certains ont parlé... Vous êtes sceptique? Vous êtes sceptique? Très sceptique. Non, on est très loin de la situation en droit international, les choses sont claires. La reconnaissance des États, la reconnaissance unilatérale d'un État envers un autre État ne constitue pas l'État en soi. Un acte constitutif. Ce n'est pas un acte constitutif de l'État. Maintenant, en droit international, le président légitime, c'est
Maduro. C'est tout à fait normal. Maintenant, après, je dirais, les manigances politiques, les reconnaissances unilatérales d'un gouvernement, d'un État, de celui qui a été proclamé, comment il s'appelle Juan Guaido. Le Maroc l'a fait d'ailleurs. Mais c'est un acte de reconnaissance qui est un acte politique. Et les États sont libres de reconnaître ceux qu'ils veulent. Mais la reconnaissance politique unilatérale ne veut pas dire que, ça y est, on a fini avec Maduro. Maduro est toujours le président légitime de l'État de Venezuela. Et seule une reconnaissance collective au sein des Nations Unies peut mettre fin à la légitimité de... Vous êtes politologue. Voilà. Est-ce que ce n'est pas... J'affine ma question, si vous voulez, au lieu de dire de rester sur interventionnisme politique ou ingérence humanitaire, et autour de la table, on n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce que ce n'est pas une forme de jurisprudence en droit international? Non, quand il y a ou un début de jurisprudence en droit international. Parce que juridiquement, il n'y a pas... Juridiquement, c'est impossible de dire... On ne peut pas dire que la reconnaissance... C'est ce qu'il vient de dire, la reconnaissance à travers l'ONU. On ne peut pas dire que, même si 100 États reconnaissent actuellement... C'est à peu près 100. Les États-Unis sont en train de sanctionner en dehors des Nations Unies. On ne peut pas. Donc, une seule reconnaissance au sein des Nations Unies donne véritablement naissance à un État au sens propre et au sens juridique du terme. Cela suppose qu'il y a des actes de droit constitutifs qui précèdent la reconnaissance au niveau des Nations Unies. On n'est pas dans une génération spontanée. Vous savez, il y a le droit, il y a il y a la politique. On ne peut pas faire appliquer le droit humanitaire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas devant une situation de guerre. Oui. Nous ne sommes pas devant une situation de calamité. Donc, nous sommes devant une crise politique. Mais Abdelhamid Ben Khattab, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture, il y a 1 million %. Vous vous rendez compte, 1 million, c'est un peu la République de Weimar. Mais c'est au peuple vénézuélien de choisir. Maintenant, nous, les Marocains, nous avons fait notre choix, puisque les Vénézuéliens, le régime actuel, nous a rendu la vie difficile. Donc, c'est un acte politique que nous faisons là. Et nous avons tout le droit de le faire, de reconnaître celui qui a été autoproclamé président, pourquoi pas. Mais ça reste un acte politique. Et ce n'est pas un acte juridique constitutif. C'est pour ça que je parlais de jurisprudence. D'une nouvelle vous voulez y aller? Je voudrais aussi vous poser une question sur la réaction du Maroc. Mais allez-y, faites votre réaction. J'y arriverai. Moi, ce que je veux dire, je vais être cynique. Il y a le droit, il y a la politique. Et on le sait que dans le cas du Venezuela, comme on l'a été dans le cas de l'Irak, comme on l'a été dans le cas de la Libye, nous sommes devant une position internationale de l'ordre qui est instaurée de façon unilatérale depuis la veille du temps, mais disons de façon flagrante depuis 2001, depuis l'attaque contre 9/11. 11 septembre. Voilà, 2001. contre les... Ce qu'on est en train de voir ici, en principe, au Venezuela. Et pour moi, c'est tant mieux, parce que la politique, c'est que je dois penser d'abord à mes intérêts et à ceux de mon pays. Et donc, c'est ce que fait quelque part le gouvernement marocain ou l'État marocain. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Il y a eu un échange téléphonique. Je reviendrai à cette question. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, dans le Venezuela, comme dans le cas de la Syrie, on est dans une situation qui a été modifiée par le retour de la Russie sur la scène internationale. Et on est en train de voir à peu près que de la même manière qu'en Syrie, Moscou a réussi à maintenir Bachar al-Assad, on se demande dans quelle mesure, parce que sachant qu'aujourd'hui la sécurité personnelle de Maduro est assurée par les Russes. Qu'on soupçonne même que le Russe ait déjà pris l'or argentin de la Banque d'État argentine pour le mettre à l'abri à Moscou. Venons-en, très bien, venons-en au Maroc. Donc on est dans cette situation. Or, le Maroc, si j'ai bien compris la question... le Maroc a bien joué quelque part. Le Maroc ne pouvait pas jouer autrement. Parce que, attendez, une petite précision, c'est que en début de semaine,
Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, a eu un entretien téléphonique avec Juan Guaido à sa demande. À sa demande, oui. À la demande du Vénézuélien, pas du Marocain. Puis un conseiller diplomatique de Guaido est monté au créneau pour dire qu'ils vont reconsidérer la reconnaissance de la maquette d'État que les Algériens ont installée à Tindouf. C'est ça l'attitude. Bon, nous avons intérêt à ce que on soit l'ami du Venezuela, parce que c'est une puissance régionale, économique importante, mais pas le Venezuela qui a mal compris Bolivar. Le bolivarisme tel qu'interprété par Chavez ou par le sous-produit de Chavez qui est Maduro. C'est ça le problème, c'est que c'est un sous-produit Maduro, de Chavez. Le Maroc, dans son attitude, a tout à gagner et rien à perdre. Parce que qu'est-ce qu'on peut perdre aujourd'hui dans nos relations avec le Venezuela? Rien, sinon qu'ils ont toujours été hostiles depuis l'arrivée de Chavez à l'intégrité territoriale du Maroc. Aujourd'hui, des échanges homériques à l'ONU entre notre ambassadeur. Aujourd'hui, si un Venezuela s'agit apaisé, qui revient à la réalité des choses, malheureusement, au véritable rapport de force tel qu'il se trouve sur la scène internationale et joue à sa juste dimension, qui ne soit pas plus prétentieux que ne peut lui permettre sa situation économique et financière ou sa science et son savoir, parce qu'il faut être aussi une puissance militaire pour pouvoir, et pour être une puissance militaire, il faut produire. Donc, nous avons tout à gagner et rien à perdre. D'autant plus que l'acte de reconnaissance de politique, je dirais, du président autoproclamé Juan Guaido. C'est difficile à prononcer. C'est un chose me dit qu'on va retenir ce nom dans les mois et années à venir. Prononcé à l'espagnol. Voilà. C'est un acte politique qui vise essentiellement l'affaiblissement du gouvernement actuel au Venezuela. Et d'ailleurs, si les États-Unis et les pays occidentaux ont rapidement reconnu ce président autoproclamé, c'est pour affaiblir et isoler davantage Maduro. C'est ça la vraie finalité de cette... Vous développez un raisonnement. Au-delà de cet affaiblissement, juridiquement parlant, il n'y a aucun acte qu'on peut instaurer sur la base de cette reconnaissance. Vous développez tous un raisonnement juridique qui est excellent, certainement, mais il faut aussi comprendre les réactions des pays d'Amérique latine. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 millions de Vénézuéliens qui sont sortis du pays, ils sont partis quelque part. Et ça crée un problème quelque part quand on se retrouve des pays du voisinage. Donc c'est quelque part pour ça. Alors, c'est ça, on va terminer avec vous. Il nous reste une poignée de minutes. Comment ça va se terminer tout ça? Vous croyez à une issue politique? Je pense que même les États-Unis aujourd'hui sont dans une posture de ne plus intervenir avec les gros sabots, de vouloir trouver des solutions comme celles qui sont en train de débaucher maintenant. Il y a la pression qui va continuer sur le plan économique, sur le plan diplomatique, à travers justement les réfugiés dans les pays du voisinage. On a un Brésil aujourd'hui qui est commandé par un militaire, donc ça va faciliter le travail. Et je pense que la pression continuera de telle sorte à ce qu'on puisse trouver une droite en plus. Alors la Russie, le plus important dans cette histoire, c'est que quand la Russie a mis la main sur ce dossier, ça veut dire qu'eux essaieront, de trouver un sauf-conduit plus ou moins soft, même s'ils vont à la fin se rendre à l'évidence que Maduro devrait quitter et refaire un peu les choses, parce que c'est un pays qui doit se remettre au travail. C'est ça le problème. C'est que tout est en panne, il n'y a que l'économie informelle qui fonctionne. Et il y a des gens à l'intérieur qui gagnent des milliards parce qu'il y a la pénurie. Il faut remettre ce pays au travail parce qu'il a des choses à donner, il a des choses à faire. Et je pense que ça ne finira pas dans le sang. C'est mon sentiment. Je crois que oui, effectivement, le gouvernement actuel vénézuélien est un gouvernement qui est de facto très, très affaibli. Et ce qui l'affaiblit de plus, ce n'est pas la reconnaissance ou la non-reconnaissance des États occidentaux du Maroc, mais plutôt la situation économique interne qui est catastrophique et la gestion calamiteuse de l'économie nationale. Donc, à terme, c'est-à-dire d'ici 3-4 ans, est-ce que Maduro pourra justement se maintenir au pouvoir? Je crois qu'il
qu'il est très difficile pour lui, même s'il y a le soutien de la Russie, même si la Russie déploie les gros moyens, il aura énormément de difficultés à se maintenir au pouvoir comme il l'a fait jusqu'à présent. Ça va être très certainement difficile, comme vous le dites. Mais bon, je vous rejoins quelque part. Les positions des uns et des autres ont été tranchées, justement, contrairement à celle du Maroc, où il n'a pas reconnu un quelconque gouvernement, un quelconque président. Il a simplement apporté son soutien à une politique de changement pour répondre aux aspirations légitimes du peuple vénézuélien. On s'arrêtera là et on reviendra très certainement la semaine prochaine. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.